l'Ukraine que les responsables polonais ont qualifié d'acte de sabotage sans précédent. Parce que sur le terrain, la guerre de l'ombre, bien plus dangereuse, a déjà commencé. Nous sommes en novembre 2025. Un train entre Varsovie et Lublin a ralenti après que le conducteur a vu quelque chose d'inhabituel. Les ingénieurs ont alors trouvé des explosifs sur les rails, clairement destinés à faire dérailler le train. Un peu plus loin sur la ligne, ils ont trouvé une autre section où les rails étaient trafiqués. Ce n'était pas juste une autre voie, c'était une connexion clé pour les livraisons vers l'Ukraine. Selon l'agence de sécurité intérieure polonaise, ce n'était pas un acte symbolique. C'était une tentative de sabotage organisée, directement liée au service de renseignement russe. Pour la Pologne, cela prouve que la Russie était prête à intensifier ses opérations hybrides à des niveaux physiques dangereux. La Russie ne gère pas bien une vraie guerre. L'Ukraine en est la plus grande preuve. Mais ces tactiques dans une guerre de l'ombre, bien que maléfiques, sont tout simplement géniales. Europarty connaît cela. Ils ne veulent pas que les médias révèlent ces astuces, mais faites-le quand même s'ils tentent de cacher cette vidéo dans l'algorithme. La seule chose qui peut la faire remonter, c'est quand vous appuyez sur ce bouton j'aime. Merci. En 2024, les agences de renseignement ont découvert un complot russe visant à assassiner Armin Paperge, le président directeur général de Rheinmetall, le plus grand fabricant d'armes d'Allemagne et un important fournisseur d'armes à l'Ukraine. Le plan était détaillé, sérieux et suffisamment crédible pour que l'Allemagne doive placer Paperge sous le même niveau de sécurité que celui normalement réservé au chancelier. L'OTAN a ensuite confirmé que la Russie visait aussi des responsables de la défense en Europe. L'Allemagne a compris que la Russie ne voulait pas seulement perturber les systèmes, mais éliminer des personnes clés pour la sécurité européenne. La Russie sait que les pires dégâts viennent de frapper l'âme d'une nation, plus que par des missiles. Cela peut signifier détruire des infrastructures ou rompre l'harmonie d'un pays, comme en 2023. En octobre 2023, d'étranges graffitis, des étoiles de David sont apparus à Paris. Ce sont les mêmes symboles utilisés par les nazis pour marquer les maisons juives durant la Seconde Guerre mondiale. Au début, cela semblait être de l'antisémitisme, mais les enquêteurs français ont découvert quelque chose de plus troublant. Les responsables n'étaient pas français, mais des citoyens moldaves agissant sous l'influence de réseaux russes. Le but n'était pas le racisme, c'était une provocation destinée à susciter la colère, la peur et la division politique au sein de la France. Pour un pays attaché à son unité sociale, c'était un avertissement clair qu'on tentait de le diviser de l'intérieur. La France a aussi subi de plus en plus de cyberattaques contre ses hôpitaux, sites gouvernementaux et entreprises de défense. Les cyberattaques contre l'Allemagne visaient surtout des dommages industriels et économiques. Les attaques contre la France visaient la confiance du public, pour donner aux citoyens ordinaires le sentiment que leur pays n'était pas sûr ou bien protégé. Le message était clair, la Russie menait une vaste campagne pour déstabiliser la France. La question n'est plus si la Russie et l'OTAN vont entrer en guerre, mais quand le compte à rebours touchera à sa fin. Les tactiques de guerre de l'ombre russe ont paralysé l'Europe. Sa domination paraissait totale jusqu'à ce que les plans de l'OTAN fassent la une. Le plan Jour J. Alors que l'Europe paraît se préparer à un conflit, 3 pays se démarquent, la France, la Pologne et l'Allemagne. Et pour de très bonnes raisons. Pour la France et l'Allemagne, c'est assez simple. Pour la France, les inquiétudes viennent des schémas qu'ils observent dans les renseignements. Pour l'Allemagne, les inquiétudes sont liées aux cyberattaques et aux tentatives répétées d'influencer la stabilité politique. Mais la situation de la Pologne en Europe est très différente. Je vous donne un indice. Des acteurs russes ont piraté le système ferroviaire polonais, causant des retards sur les routes d'approvisionnement vers l'Ukraine. Ce n'était pas une cyberattaque aléatoire. Les enquêteurs ont constaté que les pirates visaient délibérément des zones fréquentées par des convois militaires. Mais vous pouviez deviner que la Pologne subit une pression russe physique, visible et constante. Elle est située près de Kaliningrad, entre le territoire russe le plus militarisé d'Europe et la Biélorussie, qui sert aujourd'hui presque de base avancée à Moscou. En raison de sa géographie, la Pologne ne peut voir la Russie comme une menace lointaine ou théorique. Elle vit dans un voisinage où la présence de la Russie se fait sentir chaque jour, à la fois ouvertement et par des attaques secrètes. La Pologne est le principal point d'entrée des fournitures occidentales vers l'Ukraine. La plupart des livraisons d'armes majeures, de véhicules blindés, de munitions et d'aide humanitaire transitent par la Pologne avant d'atteindre l'Ukraine. Un aéroport en particulier, le centre Rzeszów-Jaszanica, est devenu la colonne vertébrale logistique de tout l'effort de guerre ukrainien. Les planificateurs militaires à Varsovie estiment qu'une perturbation de ce centre affaiblirait immédiatement la capacité de l'Ukraine à se battre.
La Russie le comprend parfaitement, et c'est pourquoi tant de ses opérations au cours des 2 à 3 dernières années ont visé la Pologne, spécifiquement pour Moscou. Affaiblir la Pologne ne consiste pas seulement à punir un membre de l'OTAN, c'est aussi une façon d'affaiblir indirectement l'Ukraine. L'Allemagne a subi un sabotage, la France une manipulation, mais la Pologne a affronté la taxe. Cela ne ressemblait même pas à une attaque au départ. Les autorités polonaises ont découvert l'implication russe dans une attaque incendiaire massive à Merewiska 44, un immense centre commercial à Varsovie. Cela ne semble pas lié. En fait, l'incident ne visait pas une cible militaire. Au lieu de cela, le but était de provoquer une perturbation économique et de saper la confiance des civils. La police polonaise a arrêté des individus opérant pour les services de renseignement russes, chargés d'attaquer des sites civils et logistiques en Pologne. Ce n'étaient pas des travailleurs indépendants ni des acteurs isolés, mais membres d'un réseau organisé visant à déstabiliser le pays. Contrairement à la France et à l'Allemagne, la Pologne se trouve dans une situation très différente à ses frontières. Les circonstances qui ont fait comprendre au monde pourquoi le général en chef de la Pologne a publiquement déclaré que l'Europe est déjà dans une ère de pré-guerre. Il n'essayait pas d'être dramatique, il décrivait ce que lui et son armée ont vu se dérouler sur leur propre territoire. La Pologne a subi plusieurs incursions de drones venus d'au-delà de la frontière. En une seule semaine, des dizaines de drones ont traversé l'espace aérien polonais depuis la Biélorussie, et beaucoup d'entre eux ont suivi des trajectoires qui se superposaient aux zones d'entraînement militaire et aux infrastructures critiques. Les responsables polonais considèrent ces vols comme des tests russes du temps de réaction de l'OTAN, et non comme des accidents. En parallèle, les enquêteurs polonais ont détecté plusieurs cas d'espionnage près de Rzeszów, dont des tentatives de collecte d'informations sur le président ukrainien Zelensky, les itinéraires de voyage. Lorsque tous ces incidents sont considérés ensemble, ils forment un schéma très clair. La Russie a utilisé la Pologne comme l'un des principaux terrains d'essai pour la guerre hybride en Europe. Le général affirme que la Russie prépare déjà le terrain via sabotage, cyberattaques, drones et renseignements. La Pologne est le premier pays de l'OTAN directement sur la trajectoire de la Russie. Elle ressent la pression en premier. Donc les généraux polonais sont bien plus francs que la plupart des chefs militaires européens. La Pologne ne considère pas les actions de la Russie comme des signaux d'alerte. Elle les voit comme les premières étapes d'une stratégie plus vaste. Des préparatifs typiques, avant qu'un pays songe à étendre un conflit ou à déstabiliser une région. Une attaque contre la Pologne serait catastrophique pour la Russie, car la Pologne est membre de l'OTAN, et aussi en raison de ses propres actions. La Pologne renforce son armée à un rythme inégalé ailleurs en Europe. Actuellement, elle consacre près de 4,7% de son produit intérieur brut à la défense, le plus haut taux de l'OTAN. Le pays compte actuellement environ 20 000 soldats actifs et prévoit d'augmenter ce nombre à 30 000 d'ici 2035. Il y a aussi le bouclier de l'Est, une vaste ligne défensive longeant la frontière polonaise avec la Biélorussie et Kaliningrad. Ce projet inclut des systèmes de surveillance, fortifications, réseaux anti-drones, bunkers et obstacles pour stopper ou ralentir toute avancée russe. La Pologne a déclaré ouvertement qu'elle n'hésiterait pas à utiliser des mines terrestres à sa frontière si la situation l'exige. Cela montre à quel point Varsovie prend la situation actuelle au sérieux. Pour la Pologne, rien de tout cela n'est nouveau. Sa relation avec la Russie a toujours été marquée par des siècles de conflits, de partitions, d'occupations et de trahisons, à chaque regain de puissance russe. La Pologne a toujours été parmi les premiers à subir les conséquences dans l'histoire. Cette mémoire historique influence fortement la perception actuelle des dirigeants polonais face aux actions russes comme le sabotage, l'espionnage, les combats de drones et les cyberattaques. Ils voient dans des schémas rappelant d'anciens moments, où la Russie préparait des actions agressives, pas de simples incidents isolés. La stratégie de la Pologne paraît solide, mais la vérité c'est qu'elle est trop petite pour affronter seule la Russie. Qui a dit qu'elle l'affrontait seule ou juste avec l'OTAN ? Avec l'Allemagne inquiète, la France en alerte, et la Pologne déjà confrontée à des attaques hybrides, l'Europe a atteint un tournant. Ces pays ont compris qu'aucune nation ne pouvait relever ce défi seule, initiant ainsi une stratégie commune avec les États-Unis pour contrer les futures actions de la Russie. Après avoir tiré la sonnette d'alarme pendant des mois, l'Allemagne, la France et la Pologne ne se contentent plus de parler. Ils se préparent, et cette fois leur préparation est plus importante, plus rapide et plus coordonnée que jamais depuis la guerre froide. Ce que l'Europe construit actuellement n'est pas une réponse temporaire, mais plutôt un système à long terme, destiné à bloquer la Russie à tous les niveaux. Terrestre, aérien, maritime et cybernétique. Au cœur de cette nouvelle posture, les États-Unis relardent les 3 pays en un réseau de défense interconnecté. Imaginez-le comme un bouclier à 3 couches. La première couche,
est une dissuasion offensive, avec des missiles américains longue portée comme la Aero 3 déployée en Europe. La deuxième couche est la protection physique assurée par la Pologne, qui construit d'énormes fortifications et devient la plus puissante armée de terre de l'OTAN. Et la troisième couche est l'indépendance. Les Européens conçoivent leurs armes au cas où le soutien américain diminuerait. Ensemble, ces couches créent un message que l'Europe n'a jamais envoyé auparavant. Nous pouvons nous défendre, nous pouvons riposter, et nous ne dépendons de la pitié de personne. En juillet 2024, les États-Unis et l'Allemagne ont signé un accord historique. Première étape majeure. Dès 2026, les États-Unis installeront des missiles longue portée en Allemagne, une première depuis les années 1980. Ces systèmes incluent les missiles hypersoniques Dark Eagle, Tomahawk et SM-6, offrant à l'Europe la capacité de frapper le territoire russe en profondeur si besoin. Longtemps, l'Europe a compté sur la dissuasion nucléaire américaine via l'OTAN, mais elle développe maintenant une puissance de feu conventionnelle que la Russie ne peut ignorer. L'Allemagne vit une de ses plus vastes reconstructions militaires récentes. Elle compte investir près de 650 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie pour bâtir la plus puissante armée conventionnelle d'Europe. Elle modernise son armée de l'air avec des Eurofighters. F-35 renforce ses défenses, investit dans des systèmes anti-drones, technologies de surveillance et armes longue portée. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne déploie une brigade de combat permanente en Lituanie, près de la Russie, indiquant qu'elle réagira immédiatement à toute attaque russe contre les pays baltes. La Pologne, quant à elle, se transforme en une véritable forteresse. Elle construit ce que les experts décrivent comme la plus grande force terrestre d'Europe. Une armée prévoyant 1100 chars modernes d'ici 2030, soit plus que l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni réunis. Elle achète des K2 Black Panther sud-coréens, des Abrams américains, des léopards modernisés, des roquettes, de l'artillerie et des systèmes de défense aérienne autant comme les Patriots, Air-IST et HIMARS. La Pologne développe également ses réserves d'entraînement militaire et accueille près de 10 000 soldats américains, faisant d'elle le rempart de première ligne de l'OTAN contre la Russie. La France se concentre sur la dissuasion nucléaire, la portée mondiale et l'indépendance à long terme. Elle modernise ses sous-marins nucléaires et ses missiles, agrandit sa flotte de Rafale et prépare de nouvelles versions capables d'utiliser des armes hypersoniques et des essaims de drones. Parallèlement, la France développe, avec l'Allemagne et l'Espagne, le chasseur de 6e génération, Future Combat Air System, assurant à l'Europe des avions avancés après 2040. Elle renforce aussi la cyberdéfense, les satellites, l'intelligence artificielle et les réseaux anti-drones. Le plan est prêt et les budgets les soutiennent. Mais souvenez-vous, tout paraît glamour quand on ne voit qu'un côté de la médaille. La relance de la production de chars est un pilier majeur de l'expansion russe, la plus importante depuis l'époque soviétique. En 2025, la Russie produit déjà environ 400 chars par an. Environ 250 à 300 unités de T-90M et 150 autres T-80 blindés véhicules de combat. Ces chiffres étaient impensables en 2022, lorsque la Russie parvenait à peine à produire 60 à 70 nouveaux chars par an. Le vrai plan de Moscou s'étend de 2026 à 2029, avec des objectifs internes en forte progression. Les premières séries du T-90M2, Rivecchion amélioré, débutent en 2026 suivi de 290 chars en 2027, 428 chars en 2028 et environ 400 en 2029 pour un total de 1118 chars avancés de la série T-90 en seulement 3 ans. Et derrière ces objectifs à court terme, il y a un but encore plus ambitieux. Atteindre 1000 chars par an d'ici 2028 et monter jusqu'à 3000 par an d'ici 2035, soit la même production que l'Union soviétique à son apogée. Le T-14 Armata a été effectivement abandonné au profit de la production de masse de modèles éprouvés, offrant à la Russie un moyen rapide et fiable de remplacer des milliers de pertes sur le champ de bataille et de reconstituer ses réserves stratégiques. La production de missiles a bondi de 60 à 70%, la Russie fabriquant chaque mois de nouveaux Iskander, Calibre et Kinjal. Parallèlement, Moscou continue de moderniser ses 5449 ogives nucléaires, ce qui lui confère un mélange puissant de capacités tactiques et stratégiques. L'expansion des effectifs reflète cette montée en puissance. La Russie vise à porter ses forces actives à 1,5 million de soldats d'ici la fin de la décennie. Organisée en 3 niveaux, unité de première ligne pour l'Ukraine, réserve pour un conflit à moyen terme et division stratégique prête pour un affrontement potentiel avec l'OTAN en fin de décennie. D'un point de vue économique, le Kremlin s'est désormais enfermé dans une structure de temps de guerre.
Les dépenses de défense ont dépassé 7% du produit intérieur brut, un record depuis l'ère soviétique. Des contrats à long terme assurent la stabilité de ce niveau jusqu'à la fin de la décennie. La production de drones s'accélère, passant de 140 000 en 2023 à 1,5 million en 2024, visant 2 à 3 millions par an d'ici 2029. La Russie a également lancé un programme national pour former 15 millions d'opérateurs de drones, transformant la guerre des drones à faible coût en un avantage stratégique. Ces systèmes d'approvisionnement externe renforcent cette base. L'Iran fournit la technologie et les composants du drone Shahed produisent en masse. La Corée du Nord livre beaucoup d'obus et de pièces balistiques, tandis que la Chine soutient l'industrie militaire russe avec des composants électroniques, machines et matériaux essentiels. D'ici 2028-2029, le triangle industriel Russie-Iran-Corée du Nord sera intégré, assurant à Moscou une chaîne d'approvisionnement militaire continue malgré les sanctions. Pris dans leur ensemble, le plan à long terme de la Russie devient clair. D'ici 2029, elle prévoit de doubler la production européenne de munitions, de produire des millions de drones, de stabiliser ses lignes de missiles et d'entraîner ses nouvelles unités. Le ministre de la Défense allemand avait raison de dire que la Russie pourrait attaquer l'OTAN d'ici 2029 lors de son discours à la nation. L'Allemagne a élaboré un plan de guerre appelé Plan d'opération Allemagne. Ce n'est pas un exercice hypothétique. L'Allemagne adapte ses chemins de fer, ports, autoroutes et sa logistique pour permettre le déplacement rapide de 90 000 soldats de l'OTAN vers l'Est. Si une guerre avec la Russie éclatait, le plan est déjà rédigé, budgétisé et intégré aux réformes de la défense. Quand un pays comme l'Allemagne, qui a passé des décennies à éviter les discours militaires, commence à planifier un véritable scénario de conflit, vous savez qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Ce changement a commencé après que la Russie a envahi l'Ukraine. La guerre débutée en 2022 a conduit de nombreuses capitales européennes à ne plus tenir la paix pour acquise et à se préparer au pire. Le résultat est une relance spectaculaire de la réarmement dans les 3 pays qui dirigent désormais l'Europe. Une impulsion pour la défense. L'Allemagne a annoncé un changement historique de sa politique militaire sous le chancelier Friedrich Merz. Berlin a déclaré vouloir construire la plus puissante armée conventionnelle d'Europe. Ce ne sont pas que des paroles. L'Allemagne a approuvé une initiative de défense record de 377 milliards d'euros pour l'achat et la modernisation, avec 86 milliards dans le budget de la défense régulier de 2025 et des milliards supplémentaires provenant d'un fonds spécial créé après 2022. L'Allemagne prévoit d'augmenter le nombre de militaires actifs d'environ 180 piles à environ 260 000 soldats. Elle acquiert chars, véhicules blindés, systèmes de défense aérienne, avions de chasse, investit dans drones et systèmes spatiaux, et forme les troupes au combat urbain. Des hauts commandants allemands avertissent que la Russie pourrait bientôt menacer l'OTAN. Et Berlin agit de toute urgence à cause de ce calendrier. La France agit en même temps, mais avec un objectif différent. Paris pousse à l'autonomie stratégique et à la capacité d'agir de manière indépendante, tout en continuant à travailler avec l'OTAN. Le président Macron a mis la défense au cœur de sa politique. La France a alloué environ 505 milliards d'euros à son armée, hors pension, ce qui représente une augmentation d'environ 7% par rapport à 2024. Par rapport à 2017, cela représente une hausse de 55 à 60%. Parce qu'à cette époque, 327 milliards d'euros avaient été dépensés pour la même mission de défense. La France investit massivement dans sa marine, modernise sa dissuasion nucléaire, construit un nouveau porte-avions et finance des projets aérospatiaux avancés comme le futur système de combat aérien. Outre les dépenses militaires, la France accélère ses investissements technologiques. Paris promet 42 milliards d'euros supplémentaires pour les programmes spatiaux militaires de 2026 à 2030, d'ici fin 2025. Dans sa feuille de route nationale sur l'intelligence artificielle, la France investit plus de 100 milliards pour développer des infrastructures et renforcer l'innovation. Elle finance la recherche en robotique et augmente aussi ses budgets pour l'intelligence artificielle spatiale et la robotique. La France a renforcé ses liens avec la Pologne et l'Allemagne par de nouveaux traités et accords de défense pour une Europe plus autonome. D'autre part, la Pologne, en tant que seul membre de l'OTAN, a partagé une frontière à la fois avec l'Ukraine et l'enclave russe de Kaliningrad, considère la défense comme une question existentielle. Le budget de la défense de la Pologne atteindra environ 468 milliards d'euros en 2026, soit environ 4,7% du produit intérieur brut. En comparaison avec les chiffres précédents, en 2024, les dépenses de défense étaient d'environ 41 du produit intérieur brut et en 2022,
Elle tournait autour de 27. C'est l'un des plus hauts ratios dépenses de défense, produit intérieur brut de l'OTAN et de l'histoire polonaise depuis la Seconde Guerre mondiale. La Pologne achète des avions américains, des Apaches, des chars Abrams, des missiles avancés, modernise ses F-16 et attend l'arrivée des F-35. Elle renforce ses frontières, installe des défenses aériennes et prépare une force OTAN sur son territoire. Le gouvernement polonais évoque une assurance. Si l'Europe n'est pas prête, la Pologne serait en danger immédiat. Les trois pays ont officialisé une coopération stratégique, le triangle de Weimar modernisé, désormais appelé Weimar. Le groupe a publié des déclarations conjointes, partagé des évaluations des menaces, coordonné les achats et signé de nouveaux accords de défense. La France et la Pologne ont signé le traité de Nancy le 9 mai 2025 afin d'approfondir les liens de défense et la coopération mutuelle. Les trois capitales ont aligné leur calendrier, priorités, et décidé de renforcer la logistique, l'industrie et le renseignement. L'argent soutient ce changement. L'Allemagne, la France et la Pologne dépensent désormais plus de 180 milliards d'euros par an pour la défense. Si l'on compare cela à 2020, les trois ensemble ne dépensaient qu'environ 185 milliards. Cela représente une augmentation d'environ 61% en seulement 5 ans. Leur chaîne d'approvisionnement en matériel atteint des centaines de milliards. L'Allemagne prévoit plus de 800 milliards d'euros d'ici 2030. Cela comprend d'importants contrats pour des entreprises locales et garantit que la majorité des dépenses bénéficiera à l'industrie nationale. Rheinmetall et d'autres sociétés sont centrales dans ce plan. La France investit dans porte-avions, sous-marins et dissuasion nucléaire. La Pologne privilégie l'achat de systèmes prêts à l'emploi et puissants auprès de partenaires de l'OTAN pour renforcer sa préparation immédiate. Au-delà de l'achat d'équipements, ces pays modifient leur manière de combattre. L'Allemagne a mis en place un commandement unifié et prépare brigades, unités de combat urbains et logistique renforcées. La France vise à conserver des brigades expéditionnaires et à renforcer sa posture nucléaire et navale indépendante. La Pologne développe un réseau de défense en profondeur reliant forces terrestres, défense aérienne et soutien allié en un front uni. Tout cela est façonné par un calendrier commun. Les militaires ont averti que la Russie pourrait restaurer des capacités défensives d'ici la fin des années 2020. Cette période, généralement de 2027 à 2030, crée un sentiment d'urgence. Les généraux et ministres européens de la défense évoquent ce calendrier. L'OTAN réagit en déployant des forces à l'Est, en renforçant les patrouilles et en lançant des opérations pour protéger infrastructures et frontières. Deux activités de l'OTAN illustrent ce changement. L'OTAN a lancé l'opération Baltic Sentry pour sécuriser câbles, pipelines et ports après des sabotages. L'OTAN a lancé l'opération Eastern Sentry, renforçant la présence aérienne et navale sur le flanc est, pour la surveillance et la police aérienne. Les pays déploient avions, chasseurs, installent des bases permanentes et renforcent l'interception et l'alerte précoce. Cette initiative a des conséquences politiques et économiques. La production de matériel de défense est renforcée. Les gouvernements assouplissent les règles budgétaires pour financer l'armement, et les débats publics évoluent. L'Allemagne a suspendu partiellement sa règle d'endettement pour permettre de fortes dépenses militaires. La France poursuit son plan d'équipement à long terme, tandis que la Pologne finance des achats rapides et investit dans les infrastructures et l'énergie. Ces choix transforment les économies nationales à court terme, les gouvernements voyant la défense comme moteur de croissance et de sécurité. L'avertissement de l'Allemagne sur la guerre n'était pas infondé. Ces dernières années, le pays a subi une ingérence russe inédite en Europe depuis la guerre froide. Le changement a commencé discrètement, presque invisiblement, puis s'est soudainement transformé en un schéma que l'Allemagne ne pouvait plus ignorer. Tout a commencé par des activités étranges à l'intérieur du pays, comme des personnes se déplaçant dans des zones industrielles à des heures inhabituelles, des individus non identifiés recueillant des informations sur les centrales électriques, les réseaux de communication, les systèmes ferroviaires et même les bâtiments gouvernementaux. Ces incidents paraissaient aléatoires, jusqu'à ce que les renseignements allemands découvrent que nombre de personnes impliquées étaient liées à des agences russes. Ce qui n'était au départ que des cas isolés, a vite pris l'allure d'une action coordonnée visant à cartographier les infrastructures critiques de l'Allemagne. En octobre 2022, un premier avertissement majeur survient. 2 câbles à fibre optique de signalisation ferroviaire sont sectionnés. Pas dans la même région, mais à plus de 550 km, environ 350 miles. Les deux ont été touchés en peu de temps, avec un impact énorme. Les réseaux ferroviaires du nord de l'Allemagne ont été arrêtés durant des heures, stoppant les trains entre Berlin, Hambourg, Brême et perturbant aussi les liaisons internationales. Les autorités allemandes ont parlé de sabotage professionnel, mais les auteurs restent inconnus.
ont indiqué les responsables. Aucune preuve n'a confirmé l'implication d'un État étranger dans cette affaire. Des analystes ont noté que la précision et l'ampleur des attaques rappelaient les opérations hybrides de services de renseignement hostiles. 2 mois plus tard, un autre câble a été sectionné près d'Essen. À ce moment-là, les services de sécurité allemands savaient qu'il ne s'agissait pas d'incidents aléatoires. Il s'agissait de tentatives coordonnées pour tester la rapidité avec laquelle l'Allemagne pouvait se remettre d'un sabotage de ses infrastructures. Puis est arrivée l'une des opérations les plus risquées. En juillet 2024, des colis explosifs ont commencé à circuler à travers l'Europe, déguisés en simples paquets, DHL et DPD. L'un a explosé à l'aéroport de Leipzig en Allemagne, un autre dans un camion en Pologne, et un troisième dans un centre logistique au Royaume-Uni. Les enquêteurs ont confirmé que les colis provenaient d'un réseau lié au service de renseignement russe. Leur objectif n'était pas seulement de provoquer des explosions isolées, il s'agissait de tests pour de potentielles attaques aériennes, de bien plus grande ampleur d'ici 2025. La situation s'est encore aggravée. Les attaques contre les réseaux ferroviaires allemands sont devenues presque constantes. Des puits de câbles souterrains étaient ouverts la nuit, des lignes de signalisation étaient coupées, et dans un cas, un engin explosif a été déclenché, à l'intérieur d'un tunnel ferroviaire, sur la ligne Hambourg-Berlin. Ces perturbations ont causé de nombreux retards de train, et obligé l'Allemagne à solliciter les services fédéraux de sécurité. Les experts affirmaient publiquement ce que beaucoup redoutaient en privé. Ce n'étaient ni des accidents, ni des plaisanteries. C'était un sabotage systématique, accompagné d'une vague d'intrusions informatiques et d'attaques physiques. Les entreprises allemandes évaluent à plus de 300 milliards d'euros leurs pertes liées aux cyberattaques entre 2023 et 2025. Aéroports, réseaux d'eau, systèmes financiers et sous-traitants de la défense ont été ciblés. Les responsables ont retracé de nombreuses attaques, jusqu'à des groupes liés à la Russie. Les services de sécurité allemands ont signalé que la Russie relance d'anciens réseaux de sabotage de la guerre froide pour paralyser une nation de l'intérieur. Lors d'une crise, l'Allemagne a également dû faire face à des drones russes, franchissant ses frontières, d'abord uniquement pour la surveillance, puis plus tard en transportant des armes. Les responsables de la sécurité ont averti que le niveau de menace augmentait rapidement et que le pays avait besoin de sérieuses améliorations en matière de défense. Des dirigeants ont proposé de réinstaurer le service militaire obligatoire, absent en Allemagne depuis des années. Tout cela a changé une chose majeure, l'état d'esprit de l'Allemagne. Pendant des décennies, Berlin misait sur la diplomatie et la coopération. Mais face à la multiplication des attaques, l'Allemagne a compris que la Russie voulait déstabiliser, non dialoguer. Après l'arrivée de Friedrich Mitz comme chancelier, l'Allemagne a durci sa position. Elle a accru son soutien militaire à l'Ukraine, protégé ses frontières et envisagé de livrer des missiles de croisière, malgré les menaces russes. C'est aussi à ce moment que l'Allemagne, la France et la Pologne ont créé leur nouveau partenariat stratégique, le Triangle. Ce n'était pas seulement une alliance politique, c'est devenu un système pour partager des renseignements, surveiller le sabotage russe, protéger les infrastructures critiques et se préparer à une défense coordonnée au cas où la situation s'aggraverait. L'histoire allemande montre cela très clairement. La Russie n'attend pas la guerre, elle agit déjà en Europe pour affaiblir discrètement les pays, étape par étape. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'Allemagne n'est pas la seule. Parce que pendant que tout cela se passait à Berlin, la France faisait face à ses propres opérations russes, certaines encore plus agressives et plus visibles. En France, ces schémas deviennent impossibles à ignorer. Si l'Allemagne était frappée discrètement par des réseaux et du sabotage, la France faisait face à quelque chose de bien plus visible. En France, l'ingérence russe ne se limitait pas aux câbles et tunnels. Elle s'est répandue dans les rues, les médias et les symboles de fierté nationale. Les dirigeants français ont dû exprimer publiquement ce que bien des gouvernements murmurent en privé. Une menace concernait les Jeux Olympiques, alors que Paris se préparait à accueillir en 2024 son plus grand événement mondial depuis un siècle. Les renseignements français ont intercepté de nombreuses tentatives russes pour perturber les préparatifs. Ce n'était pas de simples plaisanteries ou du harcèlement en ligne, mais des actions coordonnées, visant à miner la confiance mondiale dans la capacité de la France à organiser un événement international en sécurité. La Russie a mené des campagnes de désinformation, publié des vidéos truquées, lancé des cyberattaques contre les serveurs olympiques et utilisé de faux groupes militants pour semer la peur autour de la violence, du terrorisme et de la sécurité lors des Jeux. La France a finalement dû annoncer publiquement que la Russie était à l'origine de cette vague de désinformation. Conscient de la menace, Emmanuel Macron a été parmi les premiers dirigeants européens à évoquer ouvertement la stratégie agressive de la Russie. Il a déclaré que l'Europe devait être prête, que le sol européen n'était plus automatiquement sûr, et que la France devait se réarmer et renforcer ses capacités de défense. Il a averti que l'ère de paix en Europe ne pouvait plus être considérée comme acquise. Ce changement à Paris
à modifier l'équilibre de l'Europe. La France a commencé à investir massivement dans le renforcement de ses services de renseignement, l'expansion des équipes de cyberdéfense, la sécurisation des infrastructures critiques et la préparation à ce que les responsables ont décrit comme un monde plus dangereux. La France a également contribué à promouvoir de nouveaux projets de défense européens, des programmes d'entraînement conjoints et une coopération plus étroite entre les armées européennes. Quand l'Allemagne, la France et la Pologne ont créé leur triangle stratégique, la France a eu un rôle clé dans le partage de renseignements, surtout contre la désinformation russe. L'Allemagne gérait l'industrie et les infrastructures, tandis que la France se focalisait sur l'information et l'influence politique. Le message est devenu clair. La Russie ne visait pas seulement un type de système, elle s'attaquait à l'identité, à l'unité et à la stabilité de la France elle-même. Malgré leur rôle distinct, les trois pays ont compris qu'ils ne pouvaient préparer seuls l'avenir. Ils coordonnent la production de munitions, la logistique, le partage de données et la formation avec les États-Unis. Les États-Unis établissent des bases permanentes en Europe, surtout en Pologne, et renforcent les défenses antimissiles en Espagne, Roumanie et Pologne. Ils regroupent avions de surveillance, chasseurs, flottes navales et transports dans l'architecture Eastern Sentry, destinée à surveiller tous les mouvements à la frontière est de l'OTAN en temps réel. Europe et les États-Unis élaborent un réseau de dissuasion à long terme pour rendre toute attaque russe impossible à gagner, au-delà d'un simple plan militaire. Si la Russie essaie de passer par la Pologne ou les pays baltes, elle fera face à des positions fortifiées, des milliers de chars, des défenses aériennes et des unités américaines déjà présentes. En cas d'aggravation, la dissuasion nucléaire française s'active. En cas de frappe russe, à longue portée, les intercepteurs allemands et américains interviennent. Et si la guerre s'éternise, les nouvelles usines européennes continuent de produire des munitions sans interruption. Pour l'OTAN, la dissuasion n'est plus une simple promesse de Washington. Bouclier à plusieurs niveaux, soutenu par de nombreux pays voyant la Russie comme la menace majeure de leur génération. Seul le temps dira s'ils seront capables de faire face à cette menace. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre de nombreuses frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, vidéos.